bonjour aux téléspectateurs et merci d'être présents pour notre deuxième conférence. Nous sommes heureux d'accueillir le docteur Marine Slove, cofondatrice de VetoJob, qui va nous faire une conférence sur la stratégie de recrutement, comment répondre aux attentes de la jeune génération. Et je laisse Marine se présenter. Bonjour à tous. Du coup, Marine Slove, effectivement, je suis vétérinaire de formation. Je suis sortie d'Alfort en 2011. J'ai commencé par pratiquer en équine, en Normandie. Et puis après, je suis rentrée en entreprise. Aujourd'hui, je suis toujours en entreprise. Je suis éditrice du pôle santé animale de Groupe Système. C'est un groupe de presse professionnelle. Je suis cofondatrice de VetoJob. VetoJob faisant partie de Groupe Système. Et je travaille aussi à peu près à 15% de mon temps avec ma casquette de vétérinaire pour un grand groupe de nutrition animale qui s'appelle ADM et qui s'appelait avant Neovia by Invivo pour ceux qui connaissent un peu la nutrition animale. Eh bien Marine, on vous laisse présenter la conférence. Alors on va enchaîner finalement sur la conférence d'avant avec une présentation qui a un lien très fort. On va parler de stratégie de recrutement et de comment répondre aux attentes de la nouvelle génération. Alors d'abord, en préambule, l'enjeu finalement de se poser ces questions-là aujourd'hui, c'est surtout pour les vétérinaires l'état du marché de l'emploi vétérinaire. Alors vous voyez ici la répartition de l'offre et de la demande sur le marché de l'emploi vétérinaire praticien sur l'année 2021. Alors, faut prendre, c'est des chiffres qui sont tirés de VetoJob, qu'il faut prendre avec un peu de précaution parce que je suis obligée d'extrapoler certaines données. Donc, vous voyez en bleu les postes à pourvoir, les nouveaux postes qui sont en vert chaque mois, et puis vous voyez les vétérinaires en recherche active qui sont en jaune. Et sur l'année 2021, on avait un différentiel de plus de 40%. Donc, voilà, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce qu'ils ne sont pas extrêmement précis, mais je pense qu'ils ne sont pas déconnants puisqu'on dit à peu près qu'aujourd'hui, il faudrait doubler les étudiants des écoles vétérinaires pour satisfaire à la demande sur le marché de l'emploi vétérinaire. Du coup, je me suis plus attachée aux vétérinaires qu'aux auxiliaires vétérinaires, mais finalement, sur la nouvelle génération, il y a plein d'attentes qui sont les mêmes entre les auxiliaires et les vétérinaires. Alors, on va commencer par catégoriser les générations. Alors, je suis désolée d'avance parce qu'effectivement, à partir du moment où on catégorise, on fait quand même des grandes généralités, mais il faut bien catégoriser un petit peu pour théoriser. Donc, j'ai mis d'abord une citation dont je n'ai pas retrouvé l'auteur. C'est « Nous sommes davantage les enfants de notre époque que ceux de nos parents ». Je pense que c'est très vrai. Ça veut dire qu'on est peut-être plus influencé par le contexte socio-économique dans lequel on vit que par l'éducation de nos parents. Et j'ai pris la définition des générations X, Y, Z. On a un peu tout le monde dans la salle, beaucoup de Z. Mais du coup, j'ai pris la définition d'un média qui s'appelle Welcome to the Jungle et qui est très spécialisé sur ces questions de génération et d'expérience au travail. Donc d'abord la génération X qui est née entre 66 et 76, finalement qui a été vraiment marquée par la fin des 30 glorieuses, par les chocs pétroliers, par les débuts de la crise et du chômage qui ont généré une certaine forme de pessimisme, par la guerre froide, l'augmentation des divorces, l'apparition de nouvelles formes d'éducation par rapport à avant avec Dolto, Montessori, les premiers ordinateurs, les premiers jeux vidéo. Ensuite, on a la génération Y, c'est ma génération, qui est née entre 77 et 94. C'est à partir de cette génération qu'on a commencé à beaucoup parler du conflit de génération. C'est celle qui a été décriée en tout premier, qu'on appelle aussi les millennials, les mi generation, la génération Y, qui est toujours dans le pourquoi et pas dans le comment. Il faut savoir qu'en 2020, la génération Y représentait à peu près 75% de la population active. Donc aujourd'hui, on est en majorité dans les cliniques sur de la génération Y. C'est une génération qui a très tôt utilisé Internet, très tôt possédé un téléphone mobile, puis après un smartphone et un ordinateur personnel, toujours vécu dans un monde en crise, participé à la prise de conscience écologique, c'est très important. Et je me suis permis de rajouter par rapport à Welcome to the Jungle, puisqu'ils avaient parlé d'éducation, puisqu'aujourd'hui, la génération Y devient parent ou est parent d'enfants relativement jeunes, l'apparition des nouvelles méthodes d'éducation basées sur le progrès des connaissances en neurosciences aussi, qui va influencer pas mal. Et finalement, ensuite, on a la génération Z qui s'inscrit complètement dans le prolongement de la génération Y, c'est-à-dire qu'il y a moins de différence entre Y et Z qu'entre X et X et Y, pardon. Il y a beaucoup de valeurs qui sont partagées entre la Y et la Z, mais en tout cas, la Z, elle n'a jamais connu un monde sans Internet. On l'appelle aussi la génération C, communication, collaboration, connexion et créativité.
Ils ont toujours connu Internet, le smartphone, la crise financière et le chômage. Donc une génération qui a toujours baigné dans ces éléments-là. Et en fait, chacun d'entre nous, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, s'est construit dans un contexte socio-économique bien particulier. Donc chacun d'entre nous, au prisme de notre génération, on regarde le monde à travers ça. C'est pour ça qu'on n'a pas tous la même vision. Alors, les caractéristiques de la génération Z, toujours selon Welcome to the Jungle. Du coup, donc faut quand même savoir que la promo 2022, là, qui va sortir des écoles, on s'inscrit à peu près à l'ordre entre 25 et 27 ans, donc né en 95, 96, 97, c'est le début de la génération Z qui va arriver sur le marché de l'emploi vétérinaire. Dans d'autres secteurs avec des études moins longues, il y a déjà des gens de la génération Z qui sont dans le milieu du travail. Nous, ça commence tout juste. Donc c'est une génération qui est évidemment 100% numérique, qui est très ouverte sur le monde, notamment parce qu'il y a eu cette révolution numérique qui a permis aussi l'ouverture. Elle est très collaborative, on l'a dit tout à l'heure dans la présentation précédente. Profondément écologique, je vous ai mis une photo de Greta Thunberg, c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est une personnalité très clivante, mais en tout cas elle est un des fers de lance de cette sensibilité écologique. Très sensible aux inégalités, résolument progressiste et tournée vers l'avenir, en quête de sens, je pense qu'on l'a beaucoup dit aussi, qui vit une espèce de frontière assez floue entre le pro et le perso, qui est très anxieuse puisqu'elle a vécu dans un contexte anxiogène, mais en même temps cette anxiété n'est pas vecteur de grand pessimisme. En fait, elle est anxieuse, mais en même temps elle est dans l'action pour un monde meilleur. Et c'est une génération qui est tournée vers l'auto-apprentissage et l'entrepreneuriat. Alors ensuite, on va aller regarder un peu plus près cette génération Z de vétérinaires et essayer de faire un peu le tri entre mythe et réalité, puisque vous allez voir, il y a pas mal de paradoxes. Alors je me suis amusée, je suis allée regarder une étude publiée en 2017 dans la Dépêche vétérinaire, et j'ai regardé les verbatims des vétérinaires sur la nouvelle génération, c'était la Y en l'occurrence. Donc je vous en lis quelques-uns, c'est en bas à droite. Baisse d'intérêt des jeunes pour les professions libérales. Cette génération ne souhaite pas travailler en libéral. Des jeunes confrères beaucoup trop exigeants, prétentieux compte tenu du manque de pratique. Les jeunes ne veulent plus de contraintes, pas de garde, mais du haut de gamme sans engagement de durée. Donc les verbatims sont très souvent assez négatifs. Moi j'ai décidé d'en retenir 6 qu'on trouve un petit peu partout, qu'on va étudier un par un. Ils veulent rester salariés, ils veulent travailler moins, ils ne veulent pas faire de garde, ils sont trop intellectuels pour le métier. Ils n'ont pas confiance en eux et ressentent le besoin de prolonger leurs études par des diplômes complémentaires. Ils se disent en perte de sens. Ils sont trop exigeants sur le salaire comparé à leurs compétences en pratique. Tout un programme. Alors, ils veulent rester salariés. Alors, je suis allée regarder les chiffres. Donc, chez les vétérinaires de moins de 35 ans, il y a 72,9% de salariés contre 39,4% tous les âges confondus. Évidemment, plus on monte en tranche d'âge, moins on va avoir de salariés, plus on va avoir d'associés. Donc, a priori, oui, c'est une génération qui reste plus salariée qu'avant. Et je suis allée regarder une étude vétérinaire, Vet Futur Junior Lyon de 2017 qui est assez intéressante. Alors, c'est des étudiants de la première à la dernière année qui ont répondu, et puis il y a eu 1233 réponses exploitées, ce qui est assez intéressant. Et là, c'est un peu curieux parce que on a une contradiction. 67,8% des répondants se voient libéraux en 2030, soit 13 ans plus tard, et seulement 6% salariés. Et près de 90% des répondants considèrent l'ouverture du capital à des non-vétérinaires comme un risque, ce qui fait qu'il y a quand même une espèce de sensibilité à qui va détenir le capital, etc. Donc là, on a deux affirmations contradictoires. Donc si on se repenche sur la génération Y et ce qu'on en dit, je vous ai mis une petite citation que j'ai entendue il n'y a pas longtemps dans un podcast d'une entrepreneure française qui s'appelle Pauline Legnaud, qui est la fondatrice de Gemio, qui est de la joaillerie en ligne. Et elle disait « L'aventure du 21e siècle, c'est l'entrepreneuriat. Il fut un temps où on était explorateur quand on voulait être aventurier, mais l'entrepreneuriat, c'est l'aventure de notre époque. » Donc là aussi, c'est très contradictoire. On a dit que la génération Z... Ah oui, j'ai oublié de vous mettre les... C'est moi qui passe sur mon ordinateur, puis j'ai oublié de vous mettre les... Du coup, la génération Z, elle est très tournée vers l'entrepreneuriat. Et pourquoi elle est tournée vers l'entrepreneuriat? Parce qu'en fait, elle a envie de s'investir dans un monde meilleur. Donc là, on est quelque chose d'assez contradictoire. Si la génération Z est effectivement une génération d'entrepreneurs, comme le soulignent les études sur la question, pourquoi les vétérinaires feraient-ils exception? Ça n'a pas de sens de penser que toute une profession est complètement à l'écart d'une génération.
Alors peut-être que dans l'étude de VET Futur qu'on a vue, il y a une prise de conscience qui est tardive des implications et des contraintes du métier en libéral. Quand on répond à des questionnaires, quand on est pendant ces études vétérinaires, on n'a pas une vision globale, on a une vision peut-être un peu tronquée, donc il y a peut-être un biais, évidemment il y a forcément un biais de ce point de vue-là. Mais je pense que surtout, on reparle du terreau, mais il semble que le terreau ne leur paraisse pas suffisamment fertile pour entreprendre, pour créer des entreprises et pour s'associer. Et finalement, je pense que c'est plutôt ça qui se passe. Et finalement, ils se retrouvent dans une assignation au salariat. Du moins, c'est vécu comme tel. Ils ne voulaient pas être salariés, ils le disent à l'école. Ils voulaient s'associer, mais ils se retrouvent assignés au salariat parce que le terreau n'est pas favorable. Du coup, si on pousse un petit peu la réflexion sur ce sujet, il faut savoir qu'on est sur une génération qui remet tout en question. C'est vraiment une remise en question sociétale globale de tous les modèles, des modèles existants, mais ça peut être le modèle de la famille, mais c'est aussi le modèle de l'entreprise. Ils ont toute une réflexion autour de la déconstruction. Alors c'est une expression un peu galvaudée parce qu'elle est utilisée un petit peu à toutes les sauces, surtout là en ce moment avec l'élection présidentielle, mais c'est quand même quelque chose. Ils déconstruisent et ils cherchent à reconstruire. Du coup, il y a probablement un manque d'alignement entre leur vision de l'entreprise et leurs valeurs personnelles et l'organisation des entreprises vétérinaires actuelles. Je vous ai mis quelques exemples, donc je suis allée tirer sur certains médias sur l'expérience au travail. Donc ça, c'est un exemple dans la filmographie, c'est un film très récent qui date de février, je crois, qui s'appelle Un autre monde. Et puis vous voyez ce titre, le travail est un système global et défectueux qu'il faut interroger. Même dans les films, on parle de ces sujets-là. Ensuite, je vous en ai mis un autre, Utopie ou concept viable, on fait le point sur le revenu universel. Donc, excusez-moi, j'ai du mal à faire les deux en même temps. Donc, le revenu universel, je ne sais pas vous, mais moi, la première fois qu'on en a parlé, j'ai un peu fait des yeux grands ouverts, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Mais c'était quand même au programme de Benoît Hamon sur la dernière présidentielle. Donc, voilà, le revenu universel, c'est un concept qui est complètement disruptif, mais en tout cas, les médias sur l'expérience au travail en parlent. Ensuite, je vous ai mis des petites vignettes Instagram d'un compte Instagram qui s'appelle Vocation, qui est sur l'expérience au travail aussi, qui est un peu stratosphérique quand on est de la génération X, même de la Y. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc je vous lis ces petites vignettes. Pour ou contre la transparence totale des salaires en entreprise. Quand on choisit sa carrière, on doit se demander qu'est-ce que je veux faire pendant 40 années et avec qui je veux passer mes journées. Est-ce que dans ce contexte, je suis prêt à me lancer dans quelque chose qui me plaît moyennement? Non. Et si on était toutes et tous payés pareil? Vous noterez le point médian de l'écriture inclusive, du coup. Donc, en fait, il y a une émergence de nouvelles entreprises qu'on appelle des entreprises... Alors, avant, on les appelait des entreprises libérées. Maintenant, c'est plus des entreprises collaboratives ou à gouvernance partagée, qui ont une politique de répartition des richesses très spécifique, qui ont une hiérarchie horizontale. Et tout ça, ça vient heurter notre vision de l'entreprise et du travail. Et finalement, la 4e révolution industrielle est complètement impulsée par toute cette révolution numérique. Et ça va venir bouleverser les schémas traditionnels des entreprises et ça va les obliger à s'adapter à un monde en pleine mutation. Et les entreprises vétérinaires vont être aussi à un moment obligées de s'adapter à cette mutation. Alors, je vous ai mis un exemple d'une entreprise qui s'appelle Agronutri, qui est une entreprise de nutrition animale qui fait en fait des insectes pour nourrir les animaux, qui est une entreprise à gouvernance partagée avec un concept extrêmement novateur. Alors, j'ai fait exprès de vous prendre ça parce que c'est quand même dans la nutrition animale. On n'est pas dans un truc de l'IoT ou de la tech complètement stratosphérique pour nous. Donc, on est sur quelque chose d'assez proche. Et ça, c'est leurs valeurs qu'on trouve sur leur site internet. Donc, des valeurs de confiance, de collaboration, de have fun, d'éco-conscience, d'exigence et de liberté. Et eux, c'est vraiment une entreprise qui est complètement disruptive par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Deuxième verbatim, ils veulent travailler moins, ils ne veulent plus faire de garde. Pareil, donc je suis allée regarder cette étude de 2017 de VET Futur, et seuls 8% des répondants envisagent de travailler moins de 35 heures. 88% des répondants pensent faire des gardes en 2030 et plus de 97% sont favorables au travail en réseau pour ce qui est du partage des gardes, donc ils sont quand même conscients que plus on travaille en réseau, moins on fait de gardes. Donc il y a quand même une grosse contradiction entre cette affirmation et ce qu'on trouve dans la littérature du coup. Donc quand on regarde ensuite la génération Z et la manière dont ce qu'il a défini, c'est que c'est une génération qui est résolument progressiste, entre autres sur le temps de travail, et qu'elle a une frontière floue entre le pro et le perso.
Donc si on va un petit peu plus loin, en fait, je pense que la génération Z, elle est parfaitement capable de s'investir et de travailler beaucoup si les conditions de sa motivation sont réunies. D'ailleurs, la preuve, ils ont fait des classes préparatoires, ils ont fait des écoles vétérinaires où le programme n'est pas forcément light. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la motivation du diplôme d'un métier qu'on a rêvé. En fait, il y a une différence probablement. La génération Z a besoin d'avoir plus de leviers de motivation que de contraintes, quand la génération X a accepté, avait un seuil de contraintes probablement plus élevé. Ensuite, cette génération, elle va questionner, entre autres, la répartition du temps de travail. Elle questionne tout, elle remet tout en question, donc la répartition du temps de travail va avec. Et puis, il y a la Covid-19 qui est passée par là, qui a apporté encore plus de réflexion autour de l'expérience au travail et encore plus de flexibilité au travail. Pareil, je vous ai mis des petits exemples. Les vacances illimitées pour un salarié responsabilisé. Donc là, c'est toute la thématique de je responsabilise mes salariés, on peut prendre des vacances illimitées. Il y a des entreprises qui le font en France, malgré le fait que le droit du travail français n'est pas du tout prévu pour ça. Donc ça existe, ça se fait. On en voit de plus en plus et on en parle dans les médias, même les médias généraux. Et ensuite, je vous ai mis encore quelque chose de peut-être encore plus... qui va encore plus loin. Donc la petite vignette de vocation. À quel moment a-t-on commencé à croire que c'est normal de donner 5 de tes 7 jours de la semaine à quelqu'un d'autre pour le rendre riche pendant 40-50 ans ? Et tout ça, c'est la réflexion qu'il y a eu dans certaines entreprises, qui sont des entreprises un peu avant-gardistes, évidemment, sur la semaine de 4 jours qui a été mise en place dans certaines entreprises. Donc là, le questionnement, il va très loin, puisqu'en fait, le questionnement, il va jusqu'à dire... qui a décrété qu'il y avait une semaine de 7 jours avec 5 jours où tu travailles, 2 jours où tu ne travailles pas en fait. Et bien voilà, travailler moins pour travailler mieux la semaine de 4 jours. Donc ce sont vraiment des sujets qui sont présents. Il y a également un point dont il faut parler, c'est qu'il y a un changement de paradigme dans la gestion de la vie de famille qui est très important. L'éducation des enfants, elle a beaucoup changé. Elle est basée sur les dernières études en neurosciences, comme par exemple le rapport de la commission des 1000 jours, qui a été demandé par le ministère des Solidarités et de la Santé, qui a été demandé en 2020 et qui a été livré en 2021, qui parle de tous ces sujets-là. L'implication des pères et leur transformation de la paternité, avec notamment l'allongement du congé paternité, qui est passé de 11 à 28 jours, et probablement qu'on allongera encore ce congé paternité pour aller vers les pays du Nord. Tout ça, ça rebat les cartes quant à la gestion du temps de travail du couple. Et évidemment que ça joue aussi sur cette notion de peut-être vouloir travailler moins ou en tout cas répartir son temps de travail d'une manière différente. Ensuite, troisième verbatim qu'on entend énormément aussi dans la profession, c'est « ils sont trop intellectuels pour le métier ». Alors oui, la sélection des profils à l'intégration dans les écoles vétérinaires se fait sur les capacités intellectuelles et en plus sur la polyvalence intellectuelle. On fait des maths, de la bio, de la physique, il faut être bon en français, il faut être bon en anglais, et puis la biologie c'est de la note de synthèse, c'est pas du QCM. Donc oui, on sélectionne que des très hauts QI, des QI de plus de 120 probablement, voire un peu plus. Et il y a une question qu'on commence à se poser aussi, c'est si on ne sélectionnerait pas beaucoup de ce qu'on appelle les HPI, ou les zèbres, dont on parle de plus en plus. Donc c'est ce qu'on appelait avant les surdoués, très concrètement. Est-ce qu'il n'y a pas un biais de sélection en ENV sur cette partie de population, ce qui évidemment a une influence après dans pas mal de manières dont on doit les gérer en entreprise. Il y a des entreprises qui se posent cette question. Vous avez vraiment, je ne les ai pas mis là, mais vous avez des articles sur comment recruter des HPI et manager des HPI. Nous, on est très loin encore de cette réflexion et effectivement, on n'a pas d'études pour savoir si on a un pourcentage d'HPI qui est plus important dans la population de vétérinaires ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que qu'on soit très au QI ou HPI, les vétérinaires ont une très grande soif d'apprendre. Alors, je vous ai mis un petit extrait d'un livre de Tom Vanderbilt, c'est un auteur et journaliste américain qui s'est penché sur ces questions d'apprentissage. Donc, je vous lis cette citation. « Les premiers stades sont magiques. Au début d'une histoire d'amour, vous vous trouvez dans ce qu'on appelle un stade neurobiologique extrême. Votre cerveau est gavé d'une boisson énergétique hyper caféinée de dopamine et d'hormones du stress. L'apprentissage d'une nouvelle compétence est curieusement similaire. Votre cerveau est dans un état d'hyperconscience, il baigne dans la nouveauté. Lorsque vous vous plongez dans l'apprentissage d'un art ou d'une compétence, le monde qui vous entoure vous apparaît nouveau et débordant d'horizons infinis. » Donc, ce qui se passe, en fait, c'est quand les étudiants sont en prépa ou en école vétérinaire, c'est une courbe d'apprentissage, et ben ils sont ici, en fait.
Donc évidemment, à un stade neurobiologique extrême, des horizons infinis, ils apprennent un tas de choses. Et puis après, ils arrivent sur le marché du travail et ils sont ici. Donc forcément, la courbe d'apprentissage, elle est extrêmement lissée. Quand ça fait des années qu'on apprend, qu'on fait plein de choses, eh ben on se retrouve un petit peu dans un état de mort cérébrale, entre guillemets. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est un petit peu ça. On est moins stimulé, on arrive sur le marché du travail, on ne sait pas exactement comment on va s'en sortir. On a plein de choses qui arrivent et en tout cas, on n'a plus cette stimulation intellectuelle très importante. Quatrième verbatim, ils n'ont pas confiance en eux et ressentent le besoin de prolonger leurs études par des diplômes complémentaires. Alors je suis allée regarder pareil les chiffres. Donc aujourd'hui on a 330 spécialistes reconnus par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire. En 2021, ça fait 1,7% des praticiens, mais ils prennent en compte que les collèges européens et les DESV, les CES, les CEAV. Et puis c'est vrai que la spécialisation elle est assez récente. Et je suis allée regarder aussi cette même étude de VET Futur avec 60% des répondants qui envisagent un internat, 37% un résidanat et plus de 97% qui sont favorables au travail en réseau pour le partage des connaissances. Donc il y a, c'est vrai, cette volonté d'apprendre et de continuer d'apprendre. Donc c'est vrai qu'ils ressentent le besoin de prolonger leurs études. Du coup, si on regarde un petit peu plus avant sur la génération Z, on sait que c'est une génération qui est née dans un contexte anxieux, donc qui est vraiment une génération anxieuse, très fortement impactée par le syndrome de l'imposteur, on y reviendra. Et qu'en plus, et que l'autre chose où c'est plutôt paradoxal, c'est qu'en fait, elle est tournée vers l'auto-apprentissage. C'est une génération où on parle beaucoup d'obsolescence des diplômes. Donc là, c'est quand même en contradiction avec ce qu'on vient de dire, que les jeunes vétérinaires font tous des diplômes complémentaires. D'ailleurs, oui, je vous ai mis ici une petite vignette qui dit « Quel signal renvoie mon diplôme ? Celui qu'il y a quelques années, j'étais capable d'écrire des dissertations de 20 pages en 4 heures chrono et de passer mes samedis matins à calculer des dérivés. Ce signal est déjà obsolète puisque je n'en suis plus capable aujourd'hui et d'ailleurs, dans le monde du travail, tout le monde s'en contrefiche. » Donc ça, c'est vraiment l'idée de l'obsolescence des connaissances. Alors, dans notre cas, cette contradiction, elle s'explique par le fait qu'on a une profession déjà très qualifiée, mais en plus une profession réglementée. Donc, on a une vraie culture de la légitimité du diplôme. On peut même dire qu'on est une profession assez protectionniste. Donc voilà, cette culture de la légitimité du diplôme, ça fait partie de nous. Ensuite, et ça c'est pas que vétérinaire, il y a un vrai culte de l'expertise en France, c'est-à-dire que ces dernières décennies, on est vraiment passé de ce qui est polyvalent et multipotentiel à vraiment une segmentation des connaissances. Et tout ça, ça va contribuer à la dévalorisation du vétérinaire généraliste. Donc ça pousse à pousser ces études et à faire des diplômes complémentaires. Ensuite, on vit dans un nouveau contexte sociétal, on l'a déjà dit, avec une exigence accrue de la clientèle qui est renforcée par la disponibilité des compétences, des connaissances, d'ailleurs c'est pas des compétences, c'est des connaissances, il y a une coquille ici, parce que, vous savez mieux que moi, quand vous avez des gens en consultation qui ont déjà tout lu sur internet, vous avez limite envie de leur tendre l'ordonnance en leur disant faites l'ordonnance vous-même. Donc voilà, oui, les gens ils ont accès à beaucoup de connaissances, on ne peut plus leur raconter la messe, donc ça demande une exigence accrue et c'est difficile pour la confiance en soi des vétérinaires. En plus, il y a une accélération du temps, on l'a dit tout à l'heure, donc oui, les connaissances deviennent très vite obsolètes. Tout ça, ça va majorer un syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est douter de la légitimité de son statut professionnel vétérinaire et vivre dans l'anxiété constante de ne pas être à la hauteur. Donc évidemment, tout ça, ça va contribuer au fait de pousser un peu et de prolonger les études. Et puis en plus, on l'a dit tout à l'heure, quand on refait un diplôme, quand on fait une résidence pendant 3 ans ou 4 ans, on se remet dans la pente abrupte de la courbe d'apprentissage, là où on est bien et là où on est stimulé. 5e verbatim, ils se disent en perte de sens. On en a beaucoup parlé dans la conférence précédente. Alors là, il y a une contradiction assez évidente, c'est que vétérinaire, c'est un métier qui est très porteur de sens en réalité. Il y a des tas de métiers où il faut creuser un peu. Vétérinaire, j'ai mis quelques points ici, mais c'est du soin aux animaux, la gestion de la douleur, c'est le réconfort du propriétaire, c'est la contribution aux réflexions sur le bien-être animal, c'est l'amélioration des filières de production animale en zootechnie, en nutrition, c'est aussi la protection de la santé humaine, tout ce qui relève de l'épidémiologie, des risques zoonotiques, de l'hygiène alimentaire, etc., etc. Il y a quand même énormément de sens. Donc si on se remet dans le contexte de la génération Z, oui, c'est une génération qui est profondément en quête de sens sur des thématiques diverses, qui est profondément écolo, qui est sensible aux inégalités et qui est dans l'action pour un monde meilleur.
Donc là aussi, il y a une contradiction. Comment ça se fait que les vétérinaires, alors qu'ils ont un métier plein de sens, finissent par perdre le sens? Alors il y a probablement 3 décalages qui interviennent et qui sont très difficiles à vivre pour les vétérinaires. C'est la vision idéalisée du grand public, donc des clients, mais aussi de ses parents, de ses proches, et la réalité du métier au quotidien. En gros, finalement, c'est le plus beau métier du monde, tout le monde le sait, donc on n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de trouver ça difficile, on n'a pas le droit d'être déçu. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a des attentes très fortes du métier. C'est des études longues et sacrificielles. Il y a 70% de vocation. Ça, c'est une étude qui a une petite dizaine d'années. Alors, la vocation, c'est difficile à définir. C'est une espèce de cohérence entre l'idée qu'on va se faire de soi-même et l'idée qu'on va projeter sur la profession. Mais il y a 70% des répondants dans cette étude qui disent qu'ils ont fait ce métier par vocation, et même 80% avant 12 ans. Donc, c'est un métier à vocation. Donc, on a des attentes fortes. Et puis, de l'autre côté, il y a la réalité du terrain. Donc ça, c'est un vrai décalage. Et le dernier décalage, c'est qu'il y a un côté traditionnel et indéfectible de cette profession qui a plusieurs siècles. Quand on rentre en école, on nous explique l'histoire de notre profession. Donc c'est vraiment traditionnel. Et puis le monde actuel, il s'accélère. Il y a une obsolescence des connaissances, etc. Donc ça aussi, c'est un profond décalage. Ensuite, le deuxième point qui fait qu'il y a une perte de sens, c'est quand on ne peut pas choisir ses contraintes. Il y a un vrai sujet sur la contrainte, sur la génération Z. C'est très anxiogène pour eux de ne pas pouvoir choisir leurs propres contraintes. Et le dernier point, c'est le surmenage, évidemment, qui peut parfois conduire au burn-out. À partir du moment où on est surmené, quoi qu'on fasse dans la vie, même si on sauve des gens, des enfants, etc., à partir du moment où on est surmené, on n'arrive plus à relever la tête, on n'arrive plus à prendre du recul, on a la tête dans le guidon, et là, il y a une perte de sens qui se met en place. Du coup, pour trouver du sens, c'est une génération qui a profondément besoin de s'engager. On en a parlé tout à l'heure, en fait. Si on leur donne la possibilité de s'engager dans les sujets qui les intéressent, le sens revient. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Un exemple sur l'écologie. Pour sauver la planète, travaillons moins. Donc c'est un sujet de 2022, très récent, parce qu'en plus, on imbrique de plus en plus les questions écologiques aux questions du travail. Ensuite, c'est pas un secret, on est une profession très féminisée. 75,6% de femmes primo-inscrites au tableau de l'ordre en 2021. Donc évidemment, une profession qui est sensible aux inégalités salariales et professionnelles entre les femmes et les hommes, qui existent chez les vétérinaires. Donc je vous ai mis quelques exemples ici qui sont tirés de Welcome to the Jungle sur ces thématiques. Alors là, je vous en ai mis une qui m'a, moi, personnellement interpellée, mais pour vous montrer à quel point parfois ça peut être stratosphérique. Donc pour la première fois en France, une entreprise accorde un congé menstruel à ses salariés. Donc vous voyez, moi j'ai un peu bugué, mais pourquoi pas. Ensuite, il y a tout ce qui relève des inégalités raciales. Donc là, je vous ai mis 17% des responsables de master réservent un accueil discriminatoire à une demande d'un candidat dont le nom est maghrébin. Et après, je vous ai mis un dernier exemple qui est plutôt de l'ordre de la grossophobie pour vous dire que voilà, ça pousse très loin la réflexion sur les inégalités. Sixième et dernière affirmation, ils sont trop exigeants sur le salaire comparé à leurs compétences en pratique. Donc pareil, je suis allée regarder la même étude. Et la majorité des répondants est au fait de la convention collective. 54% estiment pouvoir gagner entre 2 000 et 3 000 euros net mensuels à la sortie de l'école, ce qui est compatible avec l'échelon 2 de la convention collective si on ajoute des gardes. Et 45% des répondants aspirent à gagner plus de 4 000 euros net mensuels en 2030, soit 13 ans après avoir commencé, 13 ans après le moment où ils sont interrogés, donc ça paraît pas déconnant. Et évidemment, dans toutes les études, on l'a dit précédemment dans la présentation précédente, le salaire est loin d'arriver en tête des leviers de motivation. Donc évidemment, là, on a une grosse contradiction entre ce qu'on dit souvent et ce que disent les études. Alors pareil, on va regarder la génération Z et je pense que le problème n'est pas vraiment sur le salaire, mais qu'en fait, c'est une génération qui est sensible aux inégalités, toutes les inégalités, mais celle aussi de répartition des richesses. Donc on l'a dit, en fait, c'est une génération qui remet tout en question, qui questionne tout ce qui l'entoure. Et finalement, il y a aussi un questionnement sur la répartition des richesses en entreprise et aussi sur la transparence des salaires. Alors je vous ai mis un petit exemple. Ici, vous avez l'arbre des rémunérations à gauche des associés sur 2021 et à droite des salariés. Et alors je vais schématiser volontairement, mais si vous montrez ça à quelqu'un de la génération X, il va vous dire bah oui, c'est évident, il y a des écarts, quoi.
Si vous demandez à un Y, il va vous dire oui, c'est assez logique, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire des ajustements, etc. Puis si vous montrez ça à un Z, il va vous dire mais qui a décrété qu'il devait y avoir de tels écarts et à quel moment c'est gravé dans le marbre en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment 3 manières d'envisager les choses différemment sur ces questions de répartition des richesses en entreprise. Et j'ai mis à côté des exemples. Donc là, vous avez en Vendée, un chef d'entreprise cède son entreprise et lègue plus de 2,5 millions d'euros à ses salariés. Pour ou contre la transparence totale des salaires en entreprise, ce PDG qui a baissé son salaire et payé tous ses salariés 70 000 $. Donc voilà, ce sont vraiment des sujets qui sont d'actualité sur tout ce qui est médias sur l'expérience au travail. Et voilà, et je vous ai remis AgroNutri, qui a une vision vraiment très avant-gardiste sur ces sujets-là, avec une transparence totale des salaires, où en fait même les salariés décident de la rémunération des dirigeants. Donc eux, ils poussent très loin les choses, mais on le voyait tout à l'heure avec Decathlon, que finalement, ils ont aussi, peut-être à moindre échelle, une réflexion sur ces sujets de transparence. Donc, du coup, 3e partie, quelle réflexion de tout ça, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça pour mieux recruter cette nouvelle génération ? Alors, pour moi, ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'il ne faut pas passer à côté de l'essentiel et qu'on a souvent tendance à passer à côté de l'essentiel. En fait, il y a pas mal d'études quand on regarde sur les attentes des vétérinaires de la génération Z. Puis c'est toujours les mêmes critères qui sont listés, pas toujours dans le même ordre, mais à peu de choses près dans l'ordre où je vous l'ai mis là. Donc, il y a l'ambiance de travail, la région géographique, c'est-à-dire être à côté de son domicile conjugal ou de son conjoint. Il y a le type d'activité, est-ce que c'est de l'équine, de la canine, le travail en équipe et le management qui est souvent mis en avant, les spécialités de la structure, est-ce que vous faites beaucoup de chirurgie, est-ce que vous faites de l'imagerie, etc. Tout ce qui relève de la répartition du temps de travail et des gardes, donc la durée du travail et tout ce qui va parler un peu de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ensuite, le salaire qui arrive toujours vraiment vers le bas. Et ensuite, les équipements, donc est-ce que vous avez un endoscope, je ne sais pas, un échographe dernier cri, etc. Sauf que ça, c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg. C'est vraiment la partie superficielle. C'est intéressant de s'intéresser à toutes ces questions-là. En plus, bon, il y en a la moitié où on n'a pas forcément d'influence dessus. On ne va pas changer la région géographique de son cabinet ou de sa clinique. Et je pense qu'on passe à côté vraiment de l'essentiel dans toutes ces réflexions. L'essentiel, c'est comment on repense le modèle de l'entreprise vétérinaire pour qu'il permette aux vétérinaires de la génération Z d'exprimer leurs besoins profonds. Et les besoins profonds, c'est un besoin profond de collaboration, c'est un besoin profond d'ouverture sur le monde, c'est un besoin d'engagement, de s'investir pour un monde meilleur, c'est un besoin d'égalité, c'est un besoin de progrès, d'émergence de nouveaux paradigmes, mais c'est aussi un besoin énorme de sens, un besoin aussi de réassurance, puisque c'est une génération anxieuse, un besoin d'apprendre et un besoin d'entreprendre, c'est-à-dire d'être libre de construire et d'être libre aussi de choisir ses contraintes. Et je me suis amusée à vous remettre la définition de l'ANSES 2018 sur le bien-être animal, mais à la sauce bien-être professionnel. Donc ça donne état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins professionnels. Et en fait, si on a compris ça, c'est pas facile, on va pas tout changer en claquant des doigts, évidemment, c'est un gros travail. Mais si on a compris qu'en fait, il y a une partie vraiment de l'iceberg qu'on ne voit pas, et ben on commence déjà à pouvoir changer les choses. Donc vous avez compris, l'enjeu, c'est pas tant de répondre superficiellement à une espèce de cahier des charges des bonnes pratiques de recrutement de la génération Z. On aurait pu passer 15 minutes à ce que je vous explique comment il faut rédiger l'annonce, la meilleure annonce, mais c'est vraiment pas l'objet. Donc tout ce qui est annonce attractive, faire un parcours d'intégration au poil, au millimètre, faire des réunions mensuelles, tout ça c'est très bien, il faut le faire, mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème aujourd'hui, c'est de bien comprendre le fonctionnement de cette génération sans jugement de valeur, de juste comprendre qu'elle ne lit pas le monde au travers du même prisme que soi-même, de comprendre leur levier de motivation profond et surtout leur grille de lecture, leur cadre de lecture. On a tous notre cadre de lecture et il faut essayer de se dire que le leur est peut-être un petit peu différent. Et de repenser le modèle de l'entreprise vétérinaire en conséquence. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut bien noter, c'est que l'objectif aujourd'hui, c'est bien de faire coexister harmonieusement les 3 générations au sein d'une même structure, puisque la Y aujourd'hui est majoritaire. Donc, ce n'est pas de tout changer, de se dire qu'est-ce qu'on fait demain pour avoir une structure vétérinaire pour la génération Z, parce qu'il y a des X, il y a des Y. Donc, j'ai mis coexister, mais j'aurais même pu mettre collaborer harmonieusement et pas juste cohabiter tant bien que mal, en fait. Donc, ça, c'est une vraie difficulté et c'est un vrai enjeu aujourd'hui.
Ensuite, si on arrive à changer un tant soit peu les choses, on va avoir des conséquences positives parce qu'on aura créé le terreau fertile, le terreau favorable à l'épanouissement au travail de la génération Z. Pareil, un terme un peu galvaudé, l'épanouissement au travail, mais pourtant c'est bien de ça qu'on parle. Donc on arrivera à les recruter, on arrivera à les garder, mais mieux que ça, c'est une génération d'entrepreneurs, donc on arrivera à les associer. Et finalement, ça, c'est le cercle vertueux de la marque employeur. On en a parlé sur la présentation précédente aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se rendre attractif pour cette jeune génération. On va leur partager nos valeurs, leur partager notre manière de travailler. On va les fidéliser. Il y a une fidélisation qui se fait. Les salariés deviennent engagés, ils deviennent ambassadeurs de notre entreprise. Et puis après, quand il s'agit de recruter à nouveau, et qu'on les appelle, ils disent « oui, viens chez nous, c'est super ». Tout est réuni pour qu'on soit bien. Et hop, ça favorise à la réputation. Donc ça, c'est vraiment le cercle vertueux de la marque employeur. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a des pistes de réflexion. Alors moi, j'en ai mis 8. Il y en a sûrement plein d'autres. Parce qu'évidemment, je ne pourrais pas vous lister des tips, en fait, parce que ça existe pas. C'est beaucoup plus profond que ça. La première chose, on l'a dit, on en a parlé déjà en long, en large et en travers, c'est de remettre du sens. Donc rappeler l'utilité de la profession tous les jours, à quoi on sert. Peut-être prendre le temps de se poser en équipe et de faire ça de manière collaborative, comme c'était suggéré tout à l'heure, de prendre le temps de rédiger la mission, la vision, les valeurs qu'on veut pour notre entreprise et de revérifier ensuite dans le futur si chaque fois qu'on fait quelque chose, on est bien aligné avec ce qu'on a défini. Il y a le fait de valoriser aussi le travail du généraliste, de donner aussi de la respiration, permettre à ses collaborateurs de lever la tête, de prendre du recul pour ne pas se retrouver dans des situations où on perd le sens de son travail. Et puis évidemment, valoriser la vocation, c'est génial d'avoir un métier avec plus de 70% qui estiment que c'est de la vocation. Donc ça, il faut le valoriser, le cultiver, parce que ça, c'est un super moteur pour supporter les contraintes. Et il y en a beaucoup dans le métier de vétérinaire. Il y a beaucoup de contraintes, mais sauf qu'il y a la vocation de l'autre côté. Donc il faut que la vocation, elle soit mise en valeur et on supportera mieux les contraintes. Ensuite, il y a la mise en place d'un management de proximité, surtout avec une liberté de construire pour les salariés, les responsabiliser, leur donner la liberté de construire. Finalement, le patron est un mentor plus qu'un chef. Il donne la direction, les objectifs, et finalement, il laisse libre des moyens pour y parvenir. Donc il y a toute cette question de la liberté. Ensuite, et ça je pense que c'est fondamental, c'est de permettre le choix de ses propres contraintes. Donc je vous ai mis une citation, la liberté c'est la faculté de choisir ses contraintes. Il y a plein de contraintes dans notre métier, surtout ce qui relève des gardes, des horaires. Les congés, ça peut être aussi un sujet de cristallisation des mécontentements. Donc tout ça, on laisse libre au maximum de choisir ses contraintes. Ça peut être donné à gérer le planning de garde, ça peut être de se redemander à quelle heure on ouvre la clinique et à quelle heure on ferme la clinique, se demander combien de temps on met entre deux rendez-vous et en discuter avec l'équipe pour la responsabilité sur ces sujets-là. Ensuite, il faut permettre la collaboration. C'est une génération très collaborative. Il y a plein d'outils numériques qui peuvent être utilisés. Il y a tout ce qui relève du mentorat, surtout du mentorat intergénérationnel, puisque à un moment, c'est quand même très intéressant de bénéficier de l'expérience de ses pairs et de ceux qui, a fortiori, ont plus d'expérience que soi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place au sein des structures quand on recrute un nouveau collaborateur. Il y a tout ce qui est l'échange sur les cas, l'entraide. Et il y a aussi cette notion de confraternité qui se perd de plus en plus et qui est quand même quand on regarde les études sur le burn-out des vétérinaires, le manque de confraternité et la confraternité défaillante apparaît dans les causes de burn-out et parfois de suicide. Ensuite, il y a promouvoir l'engagement. C'est une génération engagée. Donc, sur tous les sujets qu'on a déjà cités, on peut imaginer qu'on mette en place une politique d'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de sa structure, qui, je le rappelle, on n'est pas une profession, contrairement à ce qu'on pourrait penser, égalitaire sur ces sujets-là. Sur tous les sujets d'écologie, sur les sujets de bien-être animal ou, pourquoi pas, même de transparence des salaires. Demain, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une transparence des salaires pour tout le monde, associés et salariés dans les structures, pourquoi pas. Ensuite, il y a tout ce qui relève de favoriser l'apprentissage. On l'a vu, ils ont besoin d'apprendre. Ils n'ont pas envie de se retrouver sur cette partie-là de la courbe. Ils veulent rester là tout le temps. Donc, il y a plein de moyens de continuer l'apprentissage, de faire des formations. Alors, il y a tout ce qui relève vraiment des hard skills, vraiment des compétences dures du vétérinaire praticien. Mais pourquoi pas aussi élargir à d'autres compétences. En plus, c'est très nouveau pour les collaborateurs, donc ça peut être intéressant, je sais pas, par exemple des formations sur la communication non violente ou tout ce genre de compétences plus douces.
Ensuite, il y a un point dont on n'a pas parlé dans la présentation, mais qui est très important. C'est une génération qui est assez anxieuse, donc rassurer, sécuriser, c'est aussi très intéressant. La première chose, c'est le respect du contrat. Ce qui était possible avant, aujourd'hui est compliqué. C'est-à-dire que c'est une génération qui a besoin d'avoir un contrat et qu'on respecte ce contrat. Puis une fois qu'on a mis ça derrière soi, c'est plus un sujet. On n'en parle plus. Donc si on doit changer le contrat, on fait un avenant, on en discute. Puis après, ça passe derrière, c'est plus un sujet. Ensuite, il y a tout ce qui est pédagogie en termes de droit du travail et de convention collective. Ça aussi, c'est très rassurant. Je vous donne un exemple tout simple. Un jeune vétérinaire qui sort de l'école et qui va arriver pour la toute première fois devant sa première fiche de paye, vous prenez 5 minutes avec lui, vous lui expliquez, alors voilà, ça c'est les charges salariales, le brut, le net, etc. C'est pareil, ce sera plus un sujet. Une fois il a compris, il n'ira pas à se demander s'il y a quelque chose qui cloche, etc. Donc c'est des choses toutes simples. Ensuite, il y a tout ce qui est pédagogie, mais plutôt au sens du mentorat et des aspects cliniques, de comment on transmet son expérience et ses connaissances. Il y a tous les sujets aussi autour de l'intégration, de l'onboarding, comment on intègre ces nouveaux salariés au sein de sa structure. Et dernier point, et non des moindres, c'est anticiper. Toutes les contraintes qu'on a vues, il faut les anticiper au maximum, c'est-à-dire les plannings de garde, pourquoi pas les plannings de congés, pour qu'il y ait un maximum de levée un petit peu de ces contraintes, puisqu'on s'est préparé psychologiquement à ces contraintes. Et le dernier point, c'est le fait d'accueillir sans juger et sans se braquer, mais ça c'est très difficile parce qu'on est en face de personnes qui ne lisent pas le monde comme soi-même. Donc il faut essayer d'accueillir sans se braquer et qu'il n'y ait pas de tabou, c'est-à-dire que la jeune génération puisse toquer à la porte et parler de n'importe quoi. Et en début de semaine, je faisais une interview sur une consoeur qui est de la génération Y en équine. Et elle me disait que parfois, oui, pourtant elle a 35 ans, mais parfois elle a des stagiaires qui me disent des choses qui, moi, me dépassent complètement, des questions qui me dépassent complètement. Et elle m'a dit cette chose que j'ai trouvée juste. Nous, on a été tellement chahutés sur le fait qu'on était une génération de feignants, etc., que je me dis, ok, ça me paraît dingue ce que tu me dis, mais je vais y réfléchir, je vais l'accueillir et puis on va en discuter. Et j'ai trouvé que c'était vraiment la bonne manière de faire. On n'est pas obligé d'être d'accord, on peut en discuter, on n'est pas obligé de voir les choses de cette manière-là, mais en tout cas, on accueille sans se braquer. Et pour conclure, je vous ai mis cette citation de George Orwell. Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. Je crois que c'est la meilleure conclusion qu'on pourra donner à cette présentation. Eh bien, merci Marine. Alors moi, je suis rassuré parce que les clés de Marine sont vraiment extrêmement proches que les clés de Anne-Sophie. Et par contre, j'ai la conviction que nos salariés de Decathlon, ils préféraient être salariés de nos cliniques vétérinaires si on leur donnait les mêmes conditions que Decathlon. Donc, je pense que vous pouvez être fiers et heureux et que nous, on a du boulot pour organiser le terreau fertile pour que vous vous épanouissiez dans nos structures. Alors, on va passer aux questions et pour compléter un peu les réponses, je vais demander à Emmanuel Thébault aussi, qui a beaucoup réfléchi sur les stratégies de recrutement et les attentes des nouveaux vétérinaires, de nous rejoindre et il complétera les réponses de Marine. Donc, Laure, si tu veux nous présenter les questions peut-être des téléspectateurs. Jean, s'il y a des questions qui sont parvenues. Voilà. Alors, les jeunes vétos sont-ils sensibilisés à la question de l'indépendance des cliniques ? Ce critère d'indépendance motive-t-elle leur choix ? Alors, je vais laisser soit Marine, soit Emmanuel de répondre. Peut-être Emmanuel ? Alors bon, d'abord je voulais féliciter Marine parce que c'était extraordinaire. Voilà, j'ai trouvé ça exceptionnel. Il y a des choses vraiment extrêmement inspirantes. Donc voilà, je le dis, c'est dit, je le répéterai sûrement à chaque fois que je répondrai à une question. Moi j'ai une petite donnée là-dessus. Effectivement, pourquoi pas. Alors c'est vrai que dans l'enquête de 2017, il y avait une sorte de réticence qui était exprimée par les jeunes à l'idée des corporates, de la prise de position capitale, et puis on a l'impression quand même que c'est en train de se diluer. Alors si on met ça en perspective, parce qu'effectivement
dans les dernières études, ils ont l'air plus sensibles aux offres des chaînes de salariat ou d'intégration. Donc on peut se dire c'est un peu contradictoire. D'accord. Tu l'as peut-être pas sur VetoJob, moi je l'avais, voilà. Bon, peut-être ça rattrape quelque chose, c'est qu'on a sur les études, sur la jeunesse en général, enfin sur les attentes des jeunes français diplômés par rapport à l'emploi, qu'on peut peut-être mettre en perspective avec nos jeunes Français diplômés vétérinaires à nous, dans une certaine mesure, parce que les filières sont différentes. Les jeunes sont quand même globalement assez bien attirés, enfin en tout cas ceux qui arrivent là maintenant, ou s'ils sont dans les 5 premières années de leur carrière, donc plutôt la fin de la génération Y, je dirais, avaient quand même globalement plutôt envie de travailler dans des grandes entreprises. Enfin, ils sont quand même naturellement plutôt attirés par la grande entreprise, donc peut-être plus par Decathlon que par nos cliniques dans l'absolu. Alors c'est sans doute biaisé dans la profession, parce que dans notre profession, évidemment, on ne s'attend pas à travailler dans une grande entreprise. Il n'y avait que des petites entreprises. Donc effectivement, quand on devient vétérinaire, on se disait de toute façon qu'on allait travailler plutôt dans une petite entreprise. C'est peut-être en train de changer. Peut-être que l'émergence d'une offre, entre guillemets, de grande entreprise, entre guillemets, dans la profession, fait évoluer un peu l'appréhension de ce qu'est l'entreprise vétérinaire dans l'esprit de nos jeunes, et que peut-être un certain nombre d'entre eux sont plus positivement sensibles maintenant à l'idée de travailler dans un grand groupe. Je sais pas, je dis ça avec beaucoup de prudence, parce que aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on ait encore ça de très très évident dans la lecture. Moi, ce que j'ai juste comme chiffres, c'est des chiffres qui datent d'à peu près 1 an. J'avais demandé une extraction de données de VetoJob pour savoir un petit peu s'il y avait plus de postulants sur les chaînes de cliniques que sur les autres annonces, enfin plus de vues de l'annonce, de lecture de l'annonce et de postulants. Et j'avais pas de résultats significatifs, mais c'était il y a 1 an. Et effectivement, c'est un chiffre qui est quand même assez tronqué. Il y a plein d'autres choses à regarder autour de ça. Toujours la nécessité, la condition du terreau. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des chaînes de cliniques, et que les indépendants ont tout espoir, comme nous disait Marine, de faire venir, de motiver, de fidéliser et d'associer. Donc Laure, peut-être une autre question, ou de nos téléspectateurs ou dans la salle. Jean ? Alors on a les micros, on vous donne là juste après la question. Comment proposer du mentorat sans pour autant apparaître comme un vieux cheval prétentieux? Alors qui veut répondre, Marine ou Emmanuel? Je suis pas sûre que ce soit mal accueilli de proposer du mentorat. Je pense pas que la génération Z, on l'a vu, a vraiment envie d'apprendre. On l'a vu, ils ont vraiment besoin d'apprendre et probablement de bénéficier de l'expérience de leur père et des vétérinaires plus expérimentés. Donc je pense qu'on peut pas passer pour un vieux cheval du coup en proposant ça, et qu'au contraire ce sera plutôt très bien accueilli. Il faut voir les conditions et cadres dans lesquels c'est mis en place, mais je pense que ce sera plutôt très bien accueilli. Alors la question dans la salle. Alors je vais venir vous porter le micro. Bonjour à tous. Louise Castagnier, je suis présidente de la Junior Initiative à Lyon, à l'école vétérinaire. Et je voulais vous remercier déjà pour cette présentation qui était très claire. C'était très parlant pour nous, en tout cas étudiants. Je ne sais pas si tous les étudiants l'ont perçu comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude-là, elle a été refaite en 2021, donc il y a 1 an. Et du coup, on a pu voir un peu l'évolution. Et il y a beaucoup de chiffres qui rejoignent ceux que vous avez donnés. Et nous, on a été très étonnés sur l'évolution en fait du souhait des étudiants qui veulent, en sortie d'école, devenir salariés et non libéral. Et du coup, ça... Oui. Il y en a beaucoup plus maintenant qui veulent devenir salariés. Et du coup, ça... Nous, en tout cas, nous amène à nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que on devient plus salarié, enfin, pourquoi est-ce que les étudiants veulent être salariés. Il serait aussi intéressant de voir par rapport à VetoJob si, comme vous avez dit, maintenant les étudiants souhaitent plus aller dans des groupes, des corporates, des réseaux de cliniques. Parce que nous, en tant qu'étudiants, en sortie d'école, on ne se sent pas forcément prêt à avoir toutes les clés de monter notre propre clinique en sortant. Et donc, c'est plus rassurant pour nous de se dire on va commencer en salarié et puis après, on rentre dans un confort de vie. Il y en a parmi nous qui ont des enfants. C'est plus facile d'être salarié que d'être associé dans notre vie pro.
En fait, c'est vrai, c'est parce qu'en fait, c'est plus facile d'être salarié dans le cadre où aujourd'hui on conçoit le salariat et l'association. C'est, je pense, là tout l'enjeu, c'est que demain, il faut faire en sorte que le cadre de l'association, il soit tout aussi favorable. Et c'est ça qu'il faut probablement faire évoluer. Et je pense qu'en fait, les vétérinaires, les jeunes vétérinaires qui veulent rester salariés, c'est une espèce, parce qu'au moment où ils répondent, c'est qu'il y a une espèce de cohérence entre ce qu'ils projettent d'eux-mêmes, de leur projet professionnel, et ce qu'ils s'attendent du salariat ou de l'association à un instant T. Donc l'idée, c'est de faire peut-être évoluer tout ce qui relève de l'association, du patronat. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même nombre de parts. Il peut y avoir des tas d'organisations autour de tout ça qui font que l'association sera un terreau favorable et qu'on retrouvera des vétérinaires qui ont envie de s'associer. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je pense que c'est vraiment ça qui doit évoluer. C'est ce cadre-là pour qu'il soit accepté par les jeunes vétérinaires. Eh bien, écoutez, un grand merci pour vos... Oui, alors peut-être la dernière question. Ouais, du coup, c'était un peu pour revenir sur ce que disait Louise. C'est que, aussi, est-ce que ces chiffres, ils sont pas un peu biaisés par, à l'école, en tout cas à Lyon, moi, en tout cas, j'ai pas le sentiment qu'on ait une information non plus très claire sur les débouchés en sortie d'école en termes de statut, que ce soit autant sur le statut du libéral que du salarié, que voilà, du remplaçant, voilà. Et puis même sur les groupements de cliniques, sur l'indépendance des cliniques, on n'est pas forcément très renseigné et informé sur quelles pourraient être vraiment les conséquences à court, à moyen et à long terme, sauf si vraiment on creuse par nous-mêmes et ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de gens en sortie d'école qui essayent un statut, qui essaient un statut, qui font des essais-erreurs et qui changent beaucoup et qui au final choisissent le salariat au début pour la sécurité, en se disant j'aurai tout le temps de changer plus tard, et qui, comme elle disait, peut-être se complaisent après dans un confort dans lequel ils sont mis, quoi. Marine ou Emmanuel, qui veut répondre ? Alors, on pourra débattre longtemps des conséquences des corporates, etc. C'est pas le sujet du jour. Je pense que le débat il est très actif dans la profession, mais je pense que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 10 ans, de toute façon, l'offre de salariat dans la profession n'était pas si importante que ça. Donc de toute façon, quand on t'interrogeait, toi étudiant, ou ton prédécesseur il y a 5 ans, il se projetait assez bien dans l'idée de devenir associé un jour, parce que c'était comme ça que ça se faisait. Et c'était encore plus vrai quand moi je suis sorti de l'école il y a encore un peu plus longtemps. Maintenant, il y a une offre de salariat qui est plus courante, parce que finalement tout le monde s'y est mis, alors, effectivement par le biais des chaînes, mais aussi finalement tout le monde s'est adapté au fait qu'il y avait une demande de salariat, ou, enfin en tout cas l'offre de salariat dans les cliniques s'est développée, donc des postes il y en a. Donc peut-être que finalement la projection, ce qui peut expliquer cette bascule que tu décris et qui est effectivement spectaculaire, parce que je les ai vus, les chiffres, on passe de 71% qui veulent devenir associés à 44%, ça fait quand même un sacré gap en 4 ans. Elle est peut-être aussi un peu liée à ça, c'est-à-dire qu'à un moment, comme effectivement les étudiants sont sans doute pas les mieux renseignés sur ce qu'est la réalité du travail, dès lors qu'il y a une offre de salariat qui semble la plus accessible à la sortie de l'école, on se projette plutôt dans celle-là. Il y a peut-être effectivement un biais dans cette étude qui est là, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, effectivement l'émergence des corporates qui, elles, vont peut-être poursuivre le développement d'une offre de salariat risque effectivement de répondre à ça, finalement d'encourager ce phénomène de recherche du salariat comme une évidence en première intention. Après, moi je me posais la question pour ce que tu disais juste avant, il y a cette espèce quand on décrit la génération YZ, il y a toujours cet item, c'est des entrepreneurs. Et puis quand on pose les questions aux jeunes dans les enquêtes après en détail de leurs attentes par rapport au travail, il y en a 30-35% qui disent je pense créer mon entreprise. Alors, je trouvais qu'il y avait un grand décalage finalement entre cette espèce de totem de ce sont des générations d'entrepreneurs et puis des réponses qui étaient données par les jeunes diplômés dans toutes les filières, d'ailleurs y compris des filières profondément entrepreneurs comme les gens qui sortent d'écoles de gestion d'entreprise, des choses comme ça. Et puis peut-être que tu m'as donné la réponse parce que j'avais pas la réponse à ça, je comprenais pas ce décalage, qu'est-ce qui faisait
que certains sociologues disaient qu'ils veulent être entrepreneurs, puis qu'à côté de ça, ça ne correspondait pas aux déclarations. On peut se poser la question, effectivement, si finalement, par rapport à ce que tu décrivais, ça, moi je trouvais ça extrêmement intéressant, si finalement nos modèles d'entreprise correspondent vraiment à ce qu'entendent ces générations dont je voudrais être entrepreneur. On s'est moqué un petit peu, on a totémisé aussi à un moment, une époque, les startups comme un modèle nouveau qui était le modèle idéal. On se rend compte aujourd'hui que c'était peut-être pas le modèle idéal, hein, il y a eu beaucoup d'échecs, mais il y a peut-être de ça. Finalement, oui, vous voulez être entrepreneur, mais vous voulez pas les entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui. Je pense que par rapport à tout ce que tu as dit, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a du pain sur la planche. Hein. On a tous ceux que nous sommes là, vétérinaires, futurs représentants, dirigeants, etc. Et on a un paquet de choses à transformer. Hein. En tout cas, on retiendra, choisissez vos contraintes et restez libre de décider. Je pense que on peut conclure sur quand même un optimisme et sur le sens de et les valeurs de notre métier de vétérinaire. Un grand merci de votre écoute, un grand merci Marine, un grand merci Emmanuel, un grand merci à Anne-Sophie et un grand merci à nos téléspectateurs qui nous suivaient derrière leur écran.